pour cette deuxième partie qui va concerner donc, la motricité associée à, un peu à la coordination, nous allons parler de la motricité, comme je le dis. Alors, comment ça se passe au niveau de notre cerveau? Pour faire une action motrice, c'est un geste moteur que vous faites, tel que serrer la main à une personne, faire un signe de croix, c'est une action motrice. Toute action motrice est sous le contrôle, est sous la commande de notre cerveau. L'action motrice volontaire. C'est sous l'ordre du cerveau qu'on fait une action. D'accord? Une action motrice volontaire, bien sûr. D'accord? Alors, comment ça se passe? L'information part sous forme d'impulsion nerveuse ou d'impulsion électrique. L'information doit partir d'une partie de notre cerveau qui contrôle la motricité. D'accord? Préférentiellement ou de façon prépondérante au niveau du cortex moteur. Cette information doit descendre. D'accord? Le nom de faisceau pyramidal, parcouru donc on va passer par la capsule interne, descendre le bouton cérébral, ça c'est l'anatomie, il y a des diapositives qu'on peut voir sur le visuel, et faire la décussation au niveau donc, de la pyramide, et descendre au niveau de la moelle épinière. Alors, et va s'épuiser. Donc ce premier faisceau va s'épuiser au niveau des parties antérieures, le corps antérieur de la moelle épinière. Et un autre neurone, comme un autre agent, un autre neurone, va partir de là pour reprendre l'information, pour l'amener maintenant au niveau des muscles. D'accord? Donc le second neurone qui va partir de la colonne antérieure de la moelle, essentielle la moelle antérieure, pour ramener l'information jusqu'au niveau des jonctions neuromusculaires, donc les parties qui lient les nerfs et les muscles, pour que les muscles puissent rentrer en action. Donc c'est comme ça que l'action motrice volontaire se passe de façon schématique. De sorte que lorsque vous êtes lésé dans le cadre d'une pathologie, lorsque vous touchez soit votre cerveau, soit la moelle épinière, soit le périphérique, donc les nerfs, les racines périphériques, les nerfs périphériques, alors la personne peut être paralysée. Une paralysie du visage, une paralysie du bras, ou les deux, brachiofaciale, une paralysie de tout le corps, ou une paralysie du membre inférieur, selon la partie sur cette voie où la lésion se survient. On parle du diagnostic topographique, ce n'est pas là la question. De sorte que, alors, lorsque on considère la notion de la représentation de l'homme sur le cerveau, c'est une représentation magnifique qui précise que chaque partie de votre organisme sur le plan de la motricité est dessinée un peu comme sur votre cerveau. Et il y a une partie précise de votre cerveau qui contrôle chaque segment de votre organisme sur le plan de la motricité, de façon vraiment merveilleuse et harmonieuse. C'est la première des choses qu'il faut garder. Alors ça là c'est vu sur le visuel, on parle souvent de l'homunculus moteur, donc de Penfield et de Rasmussen. La deuxième notion qui va nous intéresser, c'est la coordination. On n'en vient pas grand chose. Pour qu'une action motrice soit une action réussie, il faut qu'elle soit coordonnée. D'accord? Parce que de façon simple, je dis ceci. Pour faire l'extension de mon avant-bras, vous voyez cette partie donc de mon membre thoracique, il y a plusieurs choses. Il y a que l'information doit venir de mon cerveau. Là, d'accord? On dit, il faut que je fasse l'extension de mon avant-bras, première chose. Il y a que cette information doit être de nature à être coordonnée pour que le muscle de mon membre supérieur qui permet l'extension puisse rentrer en action. Donc le triceps. Le triceps fait l'extension et au moment où le triceps assure l'extension, il faut que le biceps qui lui fait la flexion normalement, il faut que lui se taise. Il se décontracte. Donc l'un se contracte, l'autre se décontracte. De sorte que si les deux devaient se contracter au même moment, l'action ne serait pas possible. Et là, en neurologie, c'est comme on parle dans les pathologies cérébrales ou autres, on parle de dysmétrie. La personne ne peut pas faire un geste coordonné. Alors, comment est-ce que la musique peut être intéressante sous ces deux angles? Lorsque je joue, vous voyez, c'est déjà que je dois manier mes mains. Donc, c'est une partie précise de mon organisme qui doit rentrer en action, qui est contrôlée par une partie précise de mon cerveau. Première chose. Mais plus encore, ce n'est pas toute la main qui joue. C'est des doigts et tous les doigts ne jouent pas à la fois. Et donc, je peux être amené à jouer un premier doigt, utiliser le premier doigt, après je vais sur le quatrième, après je reviens sur le deuxième, après c'est le cinquième. Et donc, le fait pour une personne d'apprendre à jouer un instrument de musique, précisément le piano, c'est le meilleur, je dis, par expérience, c'est comme si vous favorisez une action motrice fine. Vous favorisez, d'accord, une sorte de finesse au niveau de l'action motrice fine de votre cerveau. C'est-à-dire que vous soumettez les parties les plus pointilleuses de votre cerveau qui est partie à la motricité à un exercice récurrent qui donne finalement à la personne une précision dans l'action motrice, donc la finesse de l'action motrice, puisqu'elle est faite de façon coordonnée avec la coordination du cervelet qui doit faire que tel muscle doit se contracter, l'autre se décontracte, et ça c'est merveilleux. Vous voyez? Alors, on peut le faire par rapport à ce petit morceau. Alors lorsque je fais ceci,
différentes que chaque hémisphère de mon cerveau donne à chaque main. Donc je fais... C'est cette information qui vient de ce côté. Et de l'autre côté, il fait... Mais l'information doit venir de façon harmonieuse, synchronisée pour que les deux puissent exprimer une musique mélodieuse. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de jouer des informations erronées ou des informations hasardeuses. Les deux doivent jouer de façon à ce que la synchronisation puisse se permettre au niveau du jeu musical. Donc ça donne ceci. Voilà ce que nous apporte l'apprentissage d'un instrument de musique, par exemple, et essentiellement le piano, dans le fait d'avoir une action motrice, de perfectionner ça, d'avoir une certaine finesse au niveau de l'action motrice, au niveau de son cerveau. C'est excellent. Et il y a un deuxième morceau que j'aime bien par rapport pour montrer la chose, je le prête à un artiste, l'artiste de notre part, DJ Vicky, qui a chanté cette belle mélodie que j'aime bien. Ça donne ceci. Aller chercher la note, la cumuler avec d'autres pour favoriser ce jeu musical. Et donc, chaque fois que, en tant qu'élève, lorsque vous apprenez à jouer du piano, lorsque vous n'apprenez pas que le piano, parce que cette action motrice dont nous parlons, on peut l'avoir également au niveau d'un instrument qui est fondamental, qui est phénoménal. C'est la batterie. Lorsque quelqu'un joue à la batterie, si vous avez l'expérience de voir quelqu'un joue, un batteur professionnel, il se livre à une activité motrice coordonnée dingue. Parce qu'il joue des 4 membres, vous voyez, la chavessole, la grosse caisse et les baguettes, et il doit manier tout ça dans une dynamique motrice coordonnée et rythmée pour ne pas sortir de la rythmique du temps, d'accord, du tempo. Et quand il fait ça, c'est magnifique. Donc vous imaginez tous les muscles qui rentrent en action lorsqu'on fait cette action au niveau sur la batterie, c'est magnifique. Et si c'est qu'on pouvait casquer, si on pouvait enregistrer la personne à travers l'IRM fonctionnel au cours de ce jeu, on verrait toutes les parties du cerveau qui sont en action et qui agissent de façon synchronisée. Ça va être magnifique. Et donc, ce qui peut être essentiel, c'est qu'on peut stimuler, d'accord, le couplage de l'apprentissage d'un instrument de musique type au piano ou la batterie au sport, par exemple. D'accord? Au sport, le football par exemple. Parce que lorsque vous devez tirer un coup de pied arrêté, d'accord, un penalty, c'est la performance du cerveau du joueur qui lui donne la performance que l'on voit sur le terrain. Parce que lorsqu'il a une certaine distance de filet, d'accord, il a le ballon, il connaît à peu près le poids, d'accord, du cul rond, il voit la distance, il sait exactement dans sa tête où il souhaite mettre, n'est-ce pas, le but, et il doit savoir la puissance qui doit être, l'information qui doit partir du cerveau pour déployer une puissance, une impulsion nerveuse, telle que, en déployant, en faisant son quadriceps, il puisse mettre la puissance pour atteindre le but. Et donc, vous voyez, les sportifs, par exemple, c'est des gens qui, ça c'est documenté, les neurosciences connaissent cela, les neurosciences, c'est des gens qui ont un cervelet magnifique. Ils ont un système moteur coordonné, très assis, et c'est ça qui leur permet d'avoir la précision dans tout ce qu'ils font. Et donc, ça peut être intéressant donc, de creuser, d'aller dans ce sens pour partir de la musique, améliorer ses capacités motrices, donner de la finesse sur le plan de l'action motrice et favoriser également la coordination pour faire performer davantage le cerveau. Voilà ce que nous avons dit sur ce point, sans aller plus loin.